Mesdames et messieurs, bonsoir dans votre émission préférée Média Pro, spécialisée dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Ce soir, on va parler d'un domaine que je chéris beaucoup, la critique cinématographique, bien sûr. J'ai sur le plateau un spécimen, Faisal Matawi, qui est aussi critique. Euh, Bonsoir, salut. on essaie aujourd'hui de parler de la semaine de la critique qui a été lancée durant cette semaine par plusieurs instituts étrangers, bien sûr l'Union européenne, l'Institut Cervantes, le Goethe Institut, l'Institut français et bien sûr le British Council. Je voudrais, si vous permettez, avant de commencer le débat, Sofiane est toujours avec nous, Sofiane Baroudi. Bonsoir. Tu es un peu critique de cinéma en même temps? On va dire que, pas vraiment critique de cinéma, mais je suis un amateur de cinéma et je m'intéresse beaucoup à la culture et à l'art en général. Et le cinéma est une industrie et un art très important. Donc on va dire que je prête beaucoup de mon temps au 7e art. Voilà, bon, Reda Harirash, qui est toujours avec nous, le monsieur Histoire du plateau de Média Pro, connaît rien au cinéma, il faut le dire, n'est-ce pas, Reda? Un peu quand même. Tu en connais un bout. Voilà, avant de commencer le débat, on va lancer notre habit habituel. Ce soir, on va parler bien sûr du face-à-face entre les deux candidats à la présidentielle brésilienne, mais également on va parler du discours de Poutine, mais aussi le naufrage en Floride et surtout la polémique sur le maillot de l'équipe d'Algérie. Nous devons donc former un ordre du monde plus juste. Cela est lié au problème de l'hégémonie actuelle de l'Occident, qui est en train de s'effondrer. 3 heures de débat électrique entre Jair Bolsonaro et Lula sur la principale chaîne du pays. Première minute et première passe d'armes entre l'ancien président et le président actuel distancé dans les sondages. Mentiroso, menteur, ex-presidiário, ancien tolard, traidor da pátria. traître à la nation. Un refrain en allusion au code à taper dimanche. É por isso que no dia Le 2 octobre, le peuple va vous renvoyer chez vous. pra casa. Il est un peu plus de 21h heure française hier, lorsque l'ouragan Yann touche les États-Unis par le sud-ouest de la Floride. Vu depuis l'espace, l'ouragan de catégorie 4 sur 5 emporte tout sur son passage. Des vagues de près de 4 mètres de hauteur déferlent sur les côtes. Les rafales de vent frôlent les 250 km par heure. Ce journaliste américain tente un direct particulièrement risqué. Vous savez quoi, le mieux, c'est que je revienne par ici.
بمجرد أن ظهر لاعبو الفريق الجزائري وهم يتدربون مرتدين قميص الإحماء هذا المصمم بألوان وأشكال مستوحاة من الهندسة المعمارية، انطلق جدل لم ينتهي بعد. هل هذا تراث جزائري أم مغربي؟ نشرت صفحة أديداس هذه الصورة وصور أخرى في تويتر قبل أيام لتعلن في التغريدة عن تصميم القميص الجديد لتدريبات الإحماء الخاصة بالفريق الجزائري، ولكن بدأ الأمر بالنسبة للمغردين المغاربة بأنه سطو على تراثهم. بالنسبة لكثير من المغاربة هذه الأشكال التي ترونها هنا التي ظهرت في القميص من مضلعات وأشكال نجمية وألوان هي تراث مغربي بحت، ويفترض أن يكون مسجلا ومحميا على أنه من صميم تراث المغرب المعروف والمنتشر. لكن شركة أديداس العالمية عندما أعلنت عن القميص الجديد عبر تغريدتها أشارت أيضا من أين استوحاه المصممون، وهذا ما قالته: تشكيلة أنيقة مستوحاة من التصاميم العريقة لقصر المشور، متوفرة من 14 أكتوبر في المتجر وعلى موقع أديداس. قصر المشور الذي تكلمت عنه أديداس واستوحت منه التصميم هو واحد من أشهر القصور التاريخية في مدينة تلمسان الجزائرية، وكانت عاصمة للدولة الزيانية، ويعد نسخة قريبة لقصر الحمراء في الأندلس، وكان قصرا سلطانيا ضمن قصور قلعة كبيرة تم ترميمه وفيه أشكال عدة للزخرفة الإسلامية والأندلسية. هذا النوع من الزخارف لديه ورشاته في الجزائر، ويعد حرفة تتناقلها عائلات أبا عن جد، ويعدها الجزائريون جزءا من تراثهم. لكن تلك الأشكال والزخارف في الحقيقة هي نفسها التي تميز التراث المغربي، وتعتبر نمطا معروفا بأنه نمط مغربي، إلا أنه يجب طبعا الإشارة إلى أنه لم يدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما أنه معروف أيضا بشيوعه في العمارة الإسلامية في الأندلس الإسبانية. Voilà, messieurs, alors c'était un aperçu des grands moments de télévision de la semaine. Bien sûr, j'ai choisi de terminer avec ce trending de BBC Arabique sur le maillot de l'équipe nationale qui avait fait fureur sur les réseaux sociaux et qui a dérangé le ministère de la Culture marocaine, indiquant que les motifs du dessin du maillot appartenaient le Zellij appartenait à la culture marocaine. Alors, bien sûr, c'est un petit peu une hérésie, comme on dit, mais comment un ministère de la Culture s'attaque à un maillot d'une équipe nationale de football? C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit un organisme de football, c'est le ministère de la Culture qui s'attaque un petit peu à un motif du maillot. Alors, bien sûr, beaucoup ont ri sur cette intervention et même Adidas, le concepteur du maillot, a réagi dans un communiqué en précisant que les motifs ont été pris du palais du Meshwar à Tlemcen. Oui, mais visiblement, le ministre marocain de la Culture n'a pas visité le palais du Meshwar, qui est à Tlemcen, qui est une œuvre d'art, qui a été d'ailleurs retapée à l'occasion de l'année culturelle Tlemcen, capitale de culture islamique. Culture islamique, c'était en 2011 et personnellement, je l'ai visité. Il y a des Zellij à l'intérieur. Peut-être que le ministre marocain, est-ce qu'il sera plus. Le palais a servi de décor pour le film La dernière reine d'Alger. La dernière reine de Adila Ben Demirel Damien Honouri. Le Zellij existe en Algérie autant qu'au Maroc, autant que Tunisie. Et personnellement, j'invite nos amis téléspectateurs peut-être à consulter ce livre, Céramique d'Alger, du sociologue Rachid Sidi Boumediene, qui est édité par la NEP, et qui rappelle que le Zellij existait au 8e siècle, à l'époque de Sommite. C'était au 8e siècle, et puis il a été développé au cours de la période hammadite, c'est-à-dire de la Qal'a ibn Hammad,
dans la région de Ma'avid aussi, dans la wilaya de Msila, et aussi dans la région de Bjaya. Donc il s'agit d'un mensonge. Le ministre de la culture marocain est en train de mentir, où il veut nous induire le monde entier en erreur en pensant que le zélidj est marocain. Le zélidj est un art islamique qui a existé dans la presqu'île ibérique à l'époque andalouse. Certaines classes parmi les D'ailleurs, elle le dit, la journaliste, qu'il a existé pendant... Absolument, il a existé au Portugal, Qasr al-Hamra. Il existe aussi en Tunisie. Il a été développé à la période zianide, d'où le palais du Meshwar, à l'époque des Hafsides en Tunisie. Et donc, il a été développé aussi à l'époque des Almohades, des Mouhidines au Maroc. Donc, c'est un patrimoine partagé. C'est un patrimoine qui existe dans plusieurs régions du monde. Comme le couscous. Ce n'est pas du tout un patrimoine marocain. Et la réponse du groupe Adidas était excellente parce qu'il a rappelé une réalité. Bien entendu, il faut préciser que c'est le groupe allemand Adidas qui a conçu le maillot. C'est pas l'Algérie qui a conçu le maillot. Oui, absolument. Parce que c'est ce qui est étonnant. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix algérien en fin de compte. Oui, le groupe Adidas, c'est un grand groupe mondial. Il a ses experts en culture, en patrimoine culturel. Tout à fait. Et le zélidj, le rappel a été fait par la télévision, donc BBC, n'est pas classé patrimoine dans la liste du patrimoine universel de l'UNESCO. Les conventions de l'UNESCO ne s'appliquent pas, de 1972 notamment. Donc le Maroc ne peut pas revendiquer le zélidj comme un patrimoine marocain. Il n'a aucune base juridique. On remercie le ministère de la Culture marocaine pour cette publicité, puisque le maillot de l'équipe nationale s'est épuisé. Le stock, est très joli d'ailleurs, en 24 heures a complètement disparu. D'ailleurs, il coûtait plus de 90 €. Ça fait une belle publicité. Jamais Adidas n'a eu autant de pubs pour un maillot, rappelons-le, qui n'est pas le maillot de jeu, mais le maillot d'entraînement. Mais il faut noter que sur ce plan, le Maroc mène une offensive sur le plan culturel parce qu'il revendique actuellement le Sha'al al-Melhoun. Il a commencé par le rail. Hein. Oui, il a commencé. Non, le dossier du rail, c'est un dossier qui continue. Sans parler du couscous aussi. Qui est un patrimoine. Le couscous a été classé par l'UNESCO comme patrimoine partagé par l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, et la Libye et le Maroc. Oui. Et le Maroc était d'accord sur ça. Le Fantasia aussi. Sha'al al-Melhoun, Sha'al al-Melhoun existe dans l'ouest algérien, il existe au Maroc, c'est vrai, il existe dans une partie du sud algérien. Dans l'ouest algérien. Et le rail aussi. Le rail, oui, surtout le rail. Le rail qui est une musique née en Algérie, elle est née de la musique bédouine. Et le Maroc maintenant est en train de revendiquer aussi le rail comme une musique marocaine. Donc il y a une bataille que mène le Maroc sur le plan de ce qu'on peut appeler la diplomatie culturelle. Et la réponse de l'Algérie, je pense qu'elle doit être Est-ce que le Maroc ne profite aussi pas, si vous permettez, du fait que la présidente de l'UNESCO est de nationalité marocaine, André Azoulay, dont le père est le conseiller du roi. Est-ce qu'on ne profite pas de cette position ? Je pense que la posture de Mme Azoulay au sein de l'UNESCO, jusqu'à maintenant, elle n'a pas fait preuve de partialité par rapport au Maroc, il faut être honnête pour le dire. Mais dans le futur, c'est par rapport du fait que son père soit conseiller du roi, il était conseiller du roi Mohamed Hassan II déjà, à l'époque. Cela pourrait avoir aussi... Parce qu'il y a un jeu de coulisses. L'UNESCO, c'est également un espace où il y a beaucoup de coulisses de jeux qui se font à l'intérieur pour déclasser des dossiers, privilégier d'autres. Et je pense que c'est une grosse bataille pour la diplomatie algérienne, notamment sur le plan culturel. Oui, Reda, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste dire que il y a une tentative quand même de la part du pays voisin de s'approprier pratiquement tout le patrimoine culturel du Maghreb et aussi de la péninsule ibérique, ce qui n'est pas défendable. Mais ça serait bien aussi que l'Algérie puisse se positionner et riposter sous un angle historique, par exemple, pour dire que Tariq Ibn Zayed a des origines algériennes. Donc, on a vu la polémique, on a parlé de la polémique pendant le Ramadan sur le feuilleton marocain, tourné au Maroc. Hein. L'épopée ibérique. Marati tourné au Maroc sur Tariq Ibn Zayed. L'épopée ibérique, elle commence en 711 avec le débarquement de Tariq Ibn Zayed sur le détroit de Gibraltar, qui porte son nom. Et Tariq Ibn Zayed est natif d'Algérie. Cette épopée, elle finit en 1492, donc avec un souverain qui est lui aussi d'origine algérienne. Les Nasrides sont originaires de la ville de Béjaïa. Ça, c'est très important de le rappeler pour dire que le patrimoine andalou n'appartient pas qu'à un seul pays. Et d'autre part, il faut aussi préciser que si on prend par exemple le répertoire musical
traditionnelle au Maghreb, c'est essentiellement l'Algérie qui s'est taillé la part du lion avec la musique andalouse. Il y a une forme de musique andalouse au Maroc, mais c'est pas autant riche qu'en Algérie. Oui, voilà. Il y a quand même une Les Marocains n'ont pas revendiqué. N'ont pas revendiqué. La musique andalouse comme patrimoine marocain. Ils ne peuvent pas parce que tout simplement, ils n'ont pas de groupe et ils n'ont pas un patrimoine musical classique andalou aussi riche que celui de leurs voisins algériens. Donc ils ne peuvent absolument rien dire de ce point de vue-là. Et c'est des aspects par exemple, sur lesquels devrait travailler le ministère de la Culture algérien. Ça fait partie du soft power. Ne pas rester uniquement que sur une position défensive. Il faut aller au-delà et dire que toutes ces revendications-là concernent en réalité l'ensemble du Maghreb, si ce n'est pas l'Afrique du Nord, et qu'il n'y a pas lieu de tirer la couverture à soi. Voilà. Oui, Sofiane. J'aimerais rajouter un commentaire sur ça, c'est-à-dire que l'offensive ou alors l'action marocaine ne se borne pas juste à vouloir monopoliser un aspect culturel particulier, mais il s'agit d'une manœuvre politique qui vise à, si vous voulez, couper l'Algérie de sa profondeur historique pour justifier justement l'aspect expansionniste d'une monarchie qui l'assume même au niveau constitutionnel. Le Maroc est l'un des seuls pays qui n'a pas de frontières constitutionnelles, c'est-à-dire qu'il y a toujours des velléités d'expansion et la volonté de couper l'Algérie de ses racines historiques. L'idée, c'est un peu de faire correspondre ça au récit colonial qui est faussé, le récit colonial qui parle d'une nation algérienne qui n'existait pas avant 1830 mais qui est faux, on le sait, preuve à l'appui. Et l'idée, c'est justement d'appuyer une revendication expansionniste par une forme d'acculturation menée par une action au niveau des instances internationales pour priver l'Algérie de sa profondeur historique. Ce qui est difficile à faire. Un autre détail. On a vu sur BBC, la commentatrice ou alors la journaliste parler du fait que ce soit un héritage andalou. En réalité, Grenade ou alors Cordoue, les palais comme Qasr al-Hamra sont eux-mêmes hérités du patrimoine hammadite et ziride. Oui. D'ailleurs, les zirides sont les fondateurs des principales grandes villes en Andalousie. Donc c'est à peu près le contraire. Les villes d'Andalousie sont d'origine algérienne. Et c'est pour ça qu'en Algérie, on devrait un peu intensifier la production littéraire et documentaire et de télévision pour essayer de rappeler certains faits historiques qui sont parfois oubliés par ceux qui écrivent l'histoire et qui ont écrit l'histoire à notre place, notamment culturelle, en Europe. Parce que les historiens européens, notamment du siècle dernier, attribuaient des patrimoines à des pays sans aucun fondement historique et sans aucune vérification scientifique. Donc c'est un travail qui attend aussi l'université algérienne. Voilà, merci messieurs pour ces précisions. On va peut-être revenir sur le débat justement du patrimoine culturel algérien, mais on reste sur la critique cinématographique, puisqu'il y a eu cette semaine Gilles Cinéma, rencontre de la critique cinématographique organisée par plusieurs instituts étrangers. On regarde un sujet qui a été réalisé par notre collègue Sofiane Baroudi à l'Institut italien, qui a consacré justement une journée pour la critique cinématographique. On regarde le sujet et on revient au débat. Les rencontres de la critique cinématographique en Algérie, organisées par le réseau des instituts culturels nationaux de l'Union européenne, sous l'appellation Gilles Cinéma, baissera le rideau demain par une masterclass qui sera animée par le critique italien Emanuele Arauco, autour de la thématique le cinéma et la guerre. Cette initiative culturelle s'est déroulée cette année en formule hybride et a vu la participation de plusieurs pays européens, ainsi que de professionnels du secteur et celle d'étudiants algériens. L'édition de cette année a été présidée par l'Italie. C'est une formation sur la critique cinématographique et qu'on organise dans le sein de clusters uniques, c'est-à-dire les groupes des instituts culturels européens qui sont établis ici à Alger. Et c'est la deuxième édition. On a décidé de continuer à organiser des formations sur ce thème parce qu'on est à l'écoute des besoins locaux et donc même en discutant justement avec les journalistes, experts cinéma, cinéastes, on a compris qu'il y avait un besoin sur ce thème et voilà, donc on a établi avec les collègues européens cette formation. Le lancement de l'initiative a eu lieu le 27 septembre à travers une session animée par le journaliste, critique de cinéma et académicien italien Andrea Cimento au sein de l'Institut culturel italien d'Alger. Les différentes sessions ont été l'occasion de confronter les points de vue et d'affiner les connaissances autour du thème de la critique cinématographique dans ses différentes dimensions.
Le 7e art s'impose au-delà de l'industrie culturelle comme un moyen efficace d'échange d'idées et d'expression multiforme dans un monde, plus que jamais, en profonde transformation. Voilà, c'était le sujet réalisé par Sofiane Baroudi sur les rencontres Gilles Cinéma, sur la critique cinématographique. Bien sûr, c'était à l'Institut italien, mais plusieurs instituts étrangers, notamment l'Institut français, l'Institut espagnol de Cervantes et aussi le British Council anglais avaient organisé des journées sur la critique cinématographique. Nous avons avec nous Saïd Ould Khalifa, critique et réalisateur, qui va nous parler justement du rôle de la critique cinématographique. Est-ce que réellement aujourd'hui il y a un environnement de critique de cinéma? Saïd, est-ce que tu es avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir Saïd. Oui, bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Eh bien, moi aussi, je suis heureux d'intervenir surtout sur ce sujet. Voilà, je rappelle que tu es réalisateur, tu es le réalisateur du film Zabana, mais aussi Tedania et aussi plusieurs autres Ombre blanche. Voilà, exactement, Noce blanche et Ombre blanche, pardon. Et puis, tu es surtout critique de cinéma pendant plusieurs années dans plusieurs médias algériens et récemment avec l'Expression. Tu as couvert plusieurs festivals internationaux. Aujourd'hui, est-ce que il existe des critiques de cinéma en Algérie comme avant? Je dirais moins, mais ce n'est pas la faute des critiques ou des futurs critiques. L'environnement était différent avant. On avait une des meilleures écoles de critique de cinéma, c'est-à-dire la Cinémathèque. Tout à fait. Et vraiment, c'est la meilleure école de cinéma, la salle de cinéma. Donc c'est vrai qu'à cette époque, on voyait beaucoup de films, aussi bien dans les salles de répertoire que dans les salles commerciales. Maintenant, le produit se fait rare, donc on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les critiques qui existent, je pense à toi, Salim, à Faisal, à Jamal Mardassi, à Abdelkarim Tazaro, tout ça. On ne voit les films qu'en différé, quoi. Oui, mais cela dit, Saïd, tu parlais de la Cinémathèque. La Cinémathèque n'a pas fermé, mais disons aujourd'hui, nous avons diversifié les canaux de communication. Nous avons plus de moyens de regarder des films. C'est plus comme avant, on avait qu'une salle de cinéma et la télévision algérienne. Aujourd'hui, il y a l'Internet, il y a le DVD, il y a aussi les plateformes. Est-ce que ça n'encourage pas à regarder des films et parler des films? Non, je voulais juste dire que les propositions étaient plus variées. Écoutez, actuellement, dans le cadre d'un livre sur Serge Danet, je suis tombé sur les cartes postales qu'il écrivait à sa mère. Il en écrivait 20 à chaque voyage à Alger. Et une qui date de 16 février 1974, il disait « Nous n'avons presque plus rien à apprendre de ces cinéphiles algériens ». Oui, tout à fait. En 1974. Oui, moi je me souviens qu'il y avait plusieurs médias. Il y avait les deux écrans qui regroupaient plusieurs signatures. Hein. La défunte Mouli Berrah, Mardassi, Abdoubé bien sûr, et toi, mais aussi Mabrouki, Azdin Mabrouki, hein, qui est toujours sur le terrain. Hein. Oui, par rapport à ta question, Salim, oui, actuellement, est-ce que, moi je le vois ailleurs qu'en Algérie, où le critique est un petit peu perplexe comment traiter la série par rapport au film. C'est vrai que maintenant, les propositions se sont diversifiées et surtout, elles ont changé d'aspect. On ne peut pas parler d'un film comme on parlerait d'une série, à tel point que maintenant, il y a une scission, presque un schisme. Il y a des critiques et d'émissions sur les séries et des émissions sur le cinéma. Donc, la situation, on est à un carrefour, c'est quelque chose de nouveau quoi, pour tout le monde.
Justement, malheureusement, sur la télévision, on voit que les émissions sur la critique que durant le ramadan. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste par rapport, ici en Algérie, je parle. Hein, donc, les émissions sur les critiques des produits audiovisuels se multiplient pendant le ramadan. Après le ramadan, on ne voit aucune critique. Oui, parce que on a créé comme pour le feuilleton ou toute la production télévisuelle, je parle de la fiction, on a créé un réflexe pavlovien. Ramadan, c'est le robinet à images. Or, on a besoin d'images toute l'année. Toute l'année, tout à fait. Comment peut-on parler de la critique en dehors de Ramadan? Parce que en dehors de Ramadan, il n'y a pas de... Il n'y a que des images d'archives, quoi. On voit Hassan Ter, on voit la bataille d'Alger, tout ça, mais c'est du réchauffé. Le spectateur, encore une fois, j'ai l'air de me répéter, mais c'est normal, vu mon âge, mais on ressasse, on est en train de répéter les mêmes choses. Il n'y a pas de nouvelles propositions, sauf de la part des jeunes cinéastes, qui, eux, sont en train de nous bousculer un petit peu pour regarder autrement les images. Est-ce que le critique de cinéma est un journaliste influent comme il était avant? Les cinéastes, à chaque fois qu'ils sortent un film, redoutent les plumes des critiques parce que c'est les seuls spectateurs qui découvrent ou décryptent les erreurs des cinéastes. Et surtout, quand on est devant et derrière la caméra, comme toi, tu es critique, en même temps tu es réalisateur, tu ressens un petit peu cette frustration parfois. Oui, je voudrais juste savoir si on peut parler d'un cas précis qui s'est passé en 75. Ben vas-y, au contraire. Chronique des années de Brest, je suppose. Oui. Tout à fait. Chronique des années de Brest. Avec le fameux article sur Al-Moudjahid. Il y a eu un problème très délicat, c'est-à-dire que le jour où le film devait passer à Cannes, tout à fait. Il y a eu un papier contre le film, à tel point que l'ambassade d'Algérie à Paris a dû bloquer les colis d'Al-Moudjahid pour qu'ils arrivent à Cannes que le lendemain. Oui, le Khdar Hamina disait qu'il avait acheté un petit peu tous les journaux d'Al-Moudjahid qui étaient sur la croisette. Oui, mais ils sont arrivés le lendemain. Oui, même le lendemain, il a acheté tous les... Parce que après, il y a les répercussions sur le jury. Oui, et c'est Jamel Mabdassi qui a sauvé la mise avec une double page centrale sur le film, sur le tournage et avec une interview de Khdar Hamina, je pense. Donc, c'est un petit peu pour répondre à ta question. Oui, le critique avait une voix qui était pas décisive, mais importante. Je sais que sur un autre film algérien, je débutais dans le journalisme, j'avais 17 ans, je travaillais à la République. Il y a eu une lettre du ministère disant « Ne critiquez pas négativement tel film ». Ah, carrément. Ah, carrément. Carrément. C'est dire que le point de vue du journaliste avait son importance à l'époque. Oui, il avait son poids, quoi. Il avait son poids. Et puis après, quand sont arrivées la deuxième vague de critiques qui était aussi redoutable que... non, c'est pas la deuxième vague. Quelle prétention de ma part, c'est la première. Celle de Abdoubé et tout ça. Eux étaient terribles. Oui, il était bienveillant, mais Abdoubé a écrit un édito qui s'appelle, intitulé Mon salaire pour une ellipse. Il a eu sur le dos tout l'encycle. Tout à fait, oui, je me souviens, oui. Oui, donc la critique avait son poids parce qu'il y avait une production. Maintenant, moins. Mais je dirais que, par exemple en France, de moins en moins les critiques ont du poids parce que les journaux ne se vendent plus. D'accord. Et je parle du papier. Hein. Oui, bien sûr. Le papier ne se vend, le journal papier ne se vend plus. Donc, les gens lisent en diagonale les critiques, sauf dans les revues de cinéma, et il n'en reste plus que 2. En France, les cahiers du cinéma, elle est positive pratiquement. Donc, il y a de moins en moins.
ce sont les télés qui ont repris et qui peuvent jouer un rôle, notamment chez nous en Algérie. La critique cinéma peut reprendre son souffle avec vous tous, avec votre génération, à travers l'image. Parce que vous êtes critique de cinéma, mais aussi vous avez le support qui est en direct. Une émission où on peut décortiquer 3 ou 4 films sur la guerre de libération qui parlent d'un même événement, c'est très très instructif. C'est ce qu'on fait, Saïd, ici sur Mediapro. Oui. Souvent, on décrypte les films, mais crois-moi, la critique est parfois aisée, hein, mais l'art est difficile. Donc souvent, on se fait lyncher parce qu'on a osé critiquer un film. L'essentiel, Saïd, reste avec nous. On va écouter un petit peu tout le monde concernant la critique, surtout Faisal. Mais je voudrais donner la parole à Sofiane parce que tu as assisté à ces ateliers. Que peut-on justement retenir de ces ateliers? À quoi ils servent? Parce que d'abord, je connais quelques-uns qui étaient présents. C'est des gens qui aiment le cinéma, mais est-ce que les critiques étaient présents? Déjà, premièrement, c'est une initiative qui est faite par un conglomérat de centres culturels européens. Oui. Et eux, déjà dans leur démarche, ils disent qu'ils répondent à une demande. Et la demande, elle existe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un public qui est composé d'abord de professionnels du cinéma, de producteurs, de jeunes réalisateurs, mais aussi de comédiens, et aussi de jeunes étudiants qui s'intéressent beaucoup aux techniques qui permettent la critique cinématographique. Par exemple, la critique cinématographique ne se limite pas juste à des contributions dans les journaux. Le premier critique qu'on a vu, Andrea Chimento, qui est un Italien, fait aussi partie et membre des différentes commissions à Venise, c'est-à-dire d'un grand festival international. Tout à fait. Et donc la critique accompagne souvent l'ouvrage cinématographique en soi. D'ailleurs, ce qui a été, à mon avis, intéressant pour la plupart des jeunes qui étaient présents, c'est le fait qu'il y ait un peu une conférence quasiment, si vous voulez, académique, où il a expliqué qu'est-ce que c'est qu'une critique, à quoi ça sert. Il a déjà segmenté la critique en 2 éléments, la critique académique qui se concentre sur l'aspect industriel du cinéma, c'est-à-dire le volet technique notamment, et le volet purement industriel, et aussi ce qu'il a appelé la critique militante, c'est-à-dire qui expose le point de vue ou alors la subjectivité du critique qui accompagne le film. Parce qu'un film, il est d'abord censé être dédié à un public particulier, à des percepteurs. Et donc moi je pense que déjà le fait de pouvoir avoir des éléments théoriques d'apprentissage de la critique cinématographique permet aussi d'avancer pour booster le monde de la production cinématographique, parce que le problème de la critique cinématographique ne se limite pas à la vente de papier, à mon avis. C'est d'abord le problème en Algérie de la carence de la production cinématographique. Il y a très peu de films, malheureusement, qui sont produits à l'année, et beaucoup de films algériens sont produits par des fonds étrangers. Je pense que c'est un peu cette dialectique-là qui est mise en place. En tout cas, ce qui est très important, c'est qu'il y a vraiment un intérêt de la part des jeunes générations pour le cinéma. Alors, Faisal, toi qui souvent assisté à ce genre de rencontres, mais surtout à des ateliers de critique, pourquoi ces instituts ne consacrent pas des ateliers pour la critique cinématographique en ramenant un critique, un grand critique, et pour apprendre justement les techniques de la critique cinématographique? On a vu que les journalistes étaient pratiquement, ou ceux qui s'intéressent à la critique n'étaient pas invités à ce genre de rencontre. Oui, c'est une grande question. Il faut rappeler que la base de la critique est d'abord la presse écrite. Je ne suis pas peut-être d'accord avec le professeur qui a encadré l'atelier, parce que vous-même, vous êtes parti à Cannes, moi-même aussi, à d'autres festivals. Oui. Et on a remarqué qu'à chaque fois, quand il y a des films, notamment de grands films qui sont projetés en première, c'est les critiques qui viennent de la presse écrite qui rentrent les premiers en salle. Parce que la base de la critique, c'est d'abord la presse écrite. Je ne suis pas bien sûr d'accord avec notre ami Saïd. Les journaux se vendent toujours en France, notamment Le Monde ou Le Figaro ou d'autres. Il y a toujours des critiques et parfois, ils ont de l'influence sur les choix des jurys, notamment à Cannes. Il y a un grand journal qui s'appelle Hollywood Reporter, qui est aussi un grand journal influent à travers le monde. Très influent à Hollywood. À travers le monde. Et maintenant, bien sûr, Hollywood Reporter s'intéresse même aux séries. Certains cinéastes payent pour être absolument. Même pour l'Oscar. Oui, tout à fait. Oui. Quand vous avez un papier, on achète des pages dans ces des pages, quand vous avez un article, un article, on compte dans Variety aussi, qui est le deuxième journal à Hollywood. Oui. Et je suis parti à Hollywood et j'ai vu ces journaux. Donc, ils ont toujours de l'influence à ce jour, malgré la présence de la presse électronique. Ils ont une influence. Oui, de l'influence. Et maintenant, la critique, elle est très présente dans les sites électroniques aussi.
Il y a des journaux qui suivent un peu, des journaux électroniques qui suivent l'actualité culturelle à travers le monde. En plus de la critique à la télévision et également à la radio. L'industrie cinématographique, c'est vrai, Sophie a parlé de l'industrie cinématographique, mais la critique académique ne s'intéresse pas uniquement à l'industrie, mais également à la philosophie du film, au fondement du film. Personnellement, je me méfie de la critique européenne, notamment ces encadrements qui sont faits par des instituts, parce que la critique européenne par rapport au cinéma était toujours dans un seul sens. C'est une critique qui a toujours ignoré le cinéma qui existe dans les pays arabes, dans les pays musulmans, en Afrique et parfois même en Amérique du Sud. C'est les Brésiliens et les Mexicains et même les Argentins ne sont pas imposés à travers leur production. Leurs films n'ont jamais existé. C'est une critique qui donne beaucoup d'importance. On reparlera tout à l'heure par exemple d'un film qui sortira le 5 octobre, le film Novembre. On va en parler tout à l'heure. Oui, de Jiménez, Cédric Jiménez, qui est un réalisateur français. J'ai lu un peu toutes les critiques par rapport à ce film, et ça va dans le seul sens. C'est un film merveilleux. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier. Et c'est vrai que la critique, elle est parfois impressionniste. C'est des impressions de critique. Et parfois, il y a des orientations. Parce qu'on a vu avec le film de Hors-la-Loi, qui pour moi reste un exemple de Rachid Bouchaleb, comment il a été unanimement descendu par la critique française. Pourquoi? Parce qu'il y a une orientation. Parce que le film est gênant, il a rappelé les massacres de 1845. Donc parfois, il faut se méfier de ce que nous propose la critique européenne. Oui, Reda, tu voulais rajouter quelque chose? Non, rien de plus. Rien de plus, tu es à côté quand même, mon ami. Disons que je partage le point de vue de mon collègue. Voilà, très bien. Écoutez, Saïd, tu es toujours avec nous? Oui, oui. Alors, oui, je voudrais avoir ta réaction concernant ce genre d'initiative organisée par les instituts étrangers, et surtout européens, concernant la critique. Le problème, c'est qu'on ne donne pas les outils de la critique. On montre un petit peu quelques films, on leur montre un petit peu quelques outils, mais en fait, on ne sort jamais de ce genre de rencontre avec une idée fixe. Parce que moi j'ai animé un atelier sur la critique de cinéma en Macédoine, au festival de Bitola. Mais j'étais gêné parce que je n'avais rien de scientifique à leur apprendre. Je transmettais ce que moi-même j'avais appris, c'est-à-dire à travers les débats et à travers les ciné-clubs. Le meilleur formateur de critique de cinéma en Algérie, c'est un certain monsieur Mejber, qui avait un ciné-club au Caire. Hakim Ziani a fait beaucoup pour la formation des critiques. Les ciné-clubs sont un véritable vivier. Saïd, les ciné-clubs, c'est un véritable vivier pour les critiques de cinéma. Oui, exactement. Et tout ce qui vient de l'amateur, tu le sais très bien, oui. Le cinéma tunisien a existé que grâce au festival du cinéma amateur de Klibia, qui a formé des critiques et des cinéastes. Farid Bourdir vient de Klibia, du festival de Klibia. Donc, je ne connais pas exactement les intervenants. J'ai pas mal de collègues italiens que je rencontre souvent, mais ils n'étaient pas à Alger. Je ne peux pas préjuger de la valeur de ceux qui étaient à Alger, mais c'est très difficile s'il n'y a pas de la pratique, s'il n'y a pas un film qu'on décortique. Oui. S'il n'y a pas un film à analyser, à décortiquer ensemble, moi je sais que Nahla a été débattu dans les cafés. J'ai vu un débat près de la Grande Porte, le café d'en face, entre Momo et Nordine Boukoroh, qui était journaliste à l'époque. Donc, et puis d'autres personnes. Il faut de la matière pour critiquer. Pour moi, ce n'est pas du tout une vérité ce que je dis là, c'est ma petite expérience. La critique ne s'enseigne pas, elle se transmet. Il y a des outils, il y a la façon de voir les films. Oui, tout à fait. Là, ce qu'a dit Faisal, je le respecte par rapport aux orientations de la critique occidentale européenne, mais je ne suis pas d'accord, mais je respecte son point de vue. Déjà, nous, on peut diverger. Tout à fait. On diverge parce qu'on aime la même chose. On aime ce métier. Voilà, merci. Donc, si on pouvait aussi, à travers les instituts, qu'un critique italien débatte, décortique un film italien et comme ça on apprend
à analyser le fond et la forme. Les films de Brahim Saki sont les films les plus difficiles à critiquer en Algérie et ailleurs. Merci, et c'est des merci exercices qu'on peut... Oui. Merci Saïd. On va poursuivre un petit peu le débat, mais brièvement sur la critique cinématographique, parce qu'on va parler de 2 films qui font débat actuellement en France. Sofiane, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais rajouter sur déjà atelier? pour rebondir par rapport à ce qu'a dit brièvement. C'est que les outils didactiques, les passages de films qui ont été utilisés, c'est des films de grands classiques européens, notamment Truffaut et Godard, et de grands classiques italiens. On n'a pas choisi les films africains, par exemple. Non, ce qui a été choisi, c'est les grands classiques européens, Truffaut, Godard, les grands cinéastes italiens. Donc le cinéma, c'est nous. Mais ce qu'on peut reconnaître aussi, parce qu'il y a quelque chose d'important. Non, il y a des grands films africains. Pourquoi je vais parler de Godard? Je ne suis pas contre Godard. Je ne suis pas contre Godard, c'est un grand cinéaste français. C'était utilisé comme des instruments didactiques, c'est-à-dire d'apprentissage. Oui, mais c'est toujours les mêmes. Parce qu'il y a, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours un choix. C'est le même cas pour la littérature. La littérature, c'est toujours la littérature. Je ne suis pas contre la formation. Au contraire, la formation, on a besoin de formation et à longueur d'année. Je suis d'accord avec vous et avec Saïd par rapport à la production. Moi, je rapporte. Oui, on est en train de débattre. Plus il y a des films, plus la critique se développe. C'est un peu le rôle des cinémathèques et des ciné-clubs. Je suis d'accord avec Salim, vous étiez directeur de la cinémathèque. Il y avait de très bons débats à votre époque. Ça, c'est pas parce que vous êtes là, mais je le dis parce que j'ai vu le débat qui existait, les jeunes qui venaient, qui posaient de très bonnes questions. Il y avait le festival européen, il y avait des films qui étaient projetés. Personnellement, j'ai assisté à des débats à Saïda, à Annaba, Constantine, un peu partout en Algérie, lorsqu'il y avait des films. Et les gens débattaient, et parfois il y a des gens qui ne connaissent rien à la critique cinématographique, mais qui font de très bonnes observations. Ces gens ont besoin d'être encadrés, d'être formés, etc. Justement, le formateur a permis aussi aux différentes parties prenantes d'exprimer leur point de vue et aussi à insister sur la nécessité d'écrire des articles courts, parce que la critique passe d'abord par la forme article et un article court et percutant. Voilà. On revient un petit peu à la critique cinématographique, parce qu'il y a 2 films français qui font actuellement débat avant un de sa sortie. Par exemple, le film Novembre, qui sort le 5 octobre, a déjà été, critiqué pour une démarche que le réalisateur a organisée. On regarde la bande-annonce et on revient au débat. Ouais. Le 10e arrondissement, les rues, donne-moi les rues. Et Louise est en ligne avec la PP. Tu restes au bureau et tu regroupes tout le monde. Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris, ça a tiré rue Bichat au Carillon, rue de la Fontaine-au-Roi. Séverine, tu pars au Stade de France avec ton équipe. Les terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert. On est évidemment préparé pour ça. Mais ceux pour qui la charge émotionnelle est trop importante peuvent se mettre sur le côté. Je veux pas qu'on laisse place à nos émotions personnelles. Aux dernières informations, il y aurait 2 terroristes en fuite dans Paris. Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue. Arrête-toi! Lâchez-la! Faisait quoi le soir du 13 novembre? Tout ce que je peux vous dire, c'est que la main qui vous frappe, elle va encore vous frapper. J'ai reçu un coup de téléphone pour une autre livraison d'armes. Tout est lié. C'est quoi son nom? Personne ne le connaît, on n'a rien sur lui. Comment vous l'avez récupéré l'adresse? Je l'ai suivi. Vous avez travaillé en dehors de toute procédure. Non mais reprends-toi là, rassemble-toi, moi j'ai besoin de toi. Comment c'est possible que vous n'ayez rien? Ça fait 3 jours maintenant. Je sais où sont les 2 terroristes. Voilà, c'était la bande-annonce du film Novembre qui sortira le 5 octobre à Paris. Bien sûr, c'est un film sur les attentats de Paris du 13 novembre au Bataclan et un peu partout, en certains endroits à Paris. Ce film, avant sa sortie, a fait une polémique à cause du foulard, parce que l'une des actrices, l'actrice algérienne Lynn Khodri,
porter le foulard dans le film, alors que l'actrice, enfin le personnage réel, parce qu'on rappelle que Samia Khallouf, qui est le personnage réel du film, avait donné l'information sur le lieu d'hébergement des djihadistes qui avaient commis les attentats de Paris, et elle avait dénoncé dans une action en justice. D'ailleurs, la production a été condamnée le 16 septembre dernier au tribunal de Paris, mais un accord a été conclu avec la signature d'un bandeau d'avertissement qui devait être inséré au début du film, disant que le port du voile islamique par le personnage de Samia Khallouf, qui est incarné par Lynn Khoudry, répond à un choix de fiction et ne reflète pas ses convictions personnelles. Alors, on met le voile à une actrice, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas. C'est un petit peu de la fiction à la française. Parce que ce film pose un véritable problème. Le film de Cédric Jiménez, qui s'intéresse beaucoup aux histoires de police, il a fait Bac Nord. Et à Bac Nord, l'histoire de ce qui se passait au nord des quartiers nord de Marseille, considérés comme des quartiers chauds parce qu'il y a beaucoup de migrants qui vivent là-bas, des quartiers populaires. Et donc Jiménez a fait une enquête sur la base d'un scénario sur les 5 derniers jours, les jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre. Les attentats pour retrouver les djihadistes qui étaient... Oui, au Bataclan et au Stade de France et aussi dans certains cafés de Paris. Est-ce ce qu'il raconte est vrai ou pas? Parce que c'est la véritable question. On n'a pas encore vu le film, on a vu la bande-annonce. Oui, mais c'est des questions qui sont posées, parce que le film est supposé être basé sur des faits réels. Mais à partir du moment où Hasna Aït Laoussen, qui a donc informé la police, et sans cette information, la police française aurait trouvé beaucoup de difficultés à trouver Abu Daoud Abu Daoud, c'est le logeur. Hein. Le logeur présumé, parce qu'il n'a pas été jugé par la justice française. D'ailleurs, tous les acteurs de ces attentats terroristes ils ont été tués par les policiers qui ont agi dans l'action, ce qui est normal parce qu'il y avait une menace. Mais cela dit, le questionnement est-ce que le cinéaste Jiménez a pris suffisamment de temps et de décalage par rapport aux événements, ou est-ce que c'est un film qui est là, il y a la valeur artistique évidemment. Lui dit que j'ai traité le film d'une manière sobre, d'une manière humaine, j'ai essayé de montrer ce qui s'est passé, la pression qui était sur les policiers qui n'ont pas dormi pendant 5 jours parce qu'il fallait traquer les terroristes dans les rues de Paris, etc. Mais est-ce que ce que raconte le film, est-ce que cela s'est passé réellement? Parce que la police française, les services de sécurité français, rappelez-vous, ont été critiqués à l'époque. Oui, ils ont été critiqués pour le retard d'intervention. Ils n'ont pas prévu l'attentat. Le président François Hollande était dans le stade lorsqu'il y a eu l'attentat. Avec Angela Merkel. Avec Angela Merkel, qui était l'ancienne première dame d'Allemagne. De l'équipe de France. Hein. France-Allemagne. Donc vous pouvez imaginer la défaillance sur le plan sécuritaire. Est-ce que le film de novembre de Cédric Jiménez n'est pas là pour nous donner une autre image de la police française? C'est une grande question qui est posée aujourd'hui. Pourquoi le titre de novembre? Ça renvoie peut-être à l'attentat, à la date de l'attentat, mais novembre... 13 novembre 2015. 13 novembre 2015. Oui, mais bon, ça peut renvoyer à beaucoup de choses. On peut faire des lectures parce que les noms ne sont pas choisis par hasard. Et ça sort le 5 octobre aussi. 5 octobre. Enfin, il va réagir, Reda, après un silence de 45 minutes. Alors, une des actrices de ce film, Sandrine Kiberlin, donc elle a été réticente à jouer dans ce film-là. Elle joue la chef de la police. Exactement. Enfin, de la DGSE, je crois, pas la police. Les services antiterroristes. Les services antiterroristes, Les services antiterroristes. Elle a été réticente parce que les familles des victimes ont voulu en savoir davantage concernant le fait que la police et les services de sécurité à Paris ont mis beaucoup de temps à intervenir. On sait parfaitement qu'ils auraient pu agir bien plus rapidement et qu'ils ont attendu jusqu'à ce qu'on leur donne le feu vert. Et les familles des victimes ont toujours voulu en savoir davantage, et c'est ce que le film ne relate pas. Donc, on a fini quand même par la convaincre de jouer ce film, en lui donnant quelques garanties, mais au départ, elle n'était pas favorable. Et il reste encore pas mal de zones d'ombre par rapport à ce film, qui se veut être une fiction pour éviter certaines réalités dérangeantes, en fait. Oui, Sophia. Moi, j'ai aussi, on va dire, un petit commentaire par rapport à ça qui est, à mon avis, important. C'est-à-dire, en plus du fait que ces attentats-là, cet épisode, soit un épisode encore très ombrageux qui pose beaucoup de questions, parce qu'il y a eu une intervention à l'intérieur d'un théâtre qui était plein, à craquer,
Et donc, il y a eu des résultats qui sont encore jusqu'au jour d'aujourd'hui un peu contestés, surtout parce que les terroristes n'ont pas été arrêtés. Mais il y a aussi le contexte géopolitique dans lequel ça s'est passé. On est le 13 novembre 2015 et il y a une guerre importante qui est la guerre en Syrie. Et il y a une position aussi de la part, à l'époque, de l'action internationale française, on va dire, parce que c'était en pleine bataille de Alep, pour la libération d'Alep des groupes terroristes qu'il a contrôlés. Et on sait qu'il y a eu une connivence avec certaines mouvances intégristes pendant un moment qui ont été soutenues contre l'État syrien. Et ça s'est un peu retourné contre ceux qui les ont soutenus, on va dire. Ce contexte géopolitique est complètement occulté. J'attends de voir le film. Est-ce que ce contexte géopolitique qui était vraiment prégnant à l'époque et jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que ce contexte géopolitique est vraiment pris en considération parce que c'est considéré par certains comme étant une forme de retour de boomerang? Non, je ne pense pas que ça a été traité, parce que j'ai vu l'interview, j'ai entendu l'interview du réalisateur sur une radio française et même des acteurs. Et il ne s'intéresse pas aux aspects géopolitiques. Le film s'intéresse à l'enquête policière elle-même. C'est un huis clos, les policiers avec les terroristes. Comment les policiers ont traqué dans un film hollywoodien. Les acteurs ont vécu pendant plusieurs semaines avec le service de lutte antiterroriste pour s'imprégner du personnage. Peut-être s'imprégner du personnage, peut-être pour les orientations, on ne sait pas. Parce que Jean Dujardin, l'un des acteurs principaux qui joue le chef dit qu'il a... Bon, c'est tout à fait normal qu'un acteur va se faire briefé par des acteurs eux-mêmes, parce que les Jean Dujardin et les autres acteurs, dont Lina Khodri, campent des personnages qui existent réellement, ils sont toujours en vie. Donc parfois c'est très compliqué pour faire un film, se détacher par rapport au véritable personnage et raconter ce qui s'est passé, les émotions, etc. etc. Bon, l'idée peut-être que Jiménez a réussi un point de vue, même si on n'a pas encore vu le film dans sa totalité, c'est d'éviter d'héroïser. Héroïser, j'arrive à le dire, c'est-à-dire rendre des héros les policiers parce qu'ils ont une difficulté à trouver en fait les terroristes. Et ce que dit Sofiane est très réel et très juste, parce que arriver à circuler avec des armes en plein Paris, alors que la ville est très surveillée par des caméras, arriver à entrer dans une salle de spectacle, le Bataclan, où il y a supposé être surveillé avec des services de sécurité, la même chose pour le Stade de France, ça pose des questions. Les armes, comment les armes entrent dans un stade, ou un kamikaze entre dans un stade, ou dans la proximité du stade? C'est des questionnements à laquelle les services de sécurité français n'ont pas répondu à ce jour. C'est des questions qui sont toujours posées. Et est-ce que le film ne les pose pas? Le film s'intéresse uniquement à la traque. C'est un film d'action, hein, c'est un film d'action, hollywoodien, si vous voulez, parce que Jiménez aime bien les histoires policières, mais je pense que le débat aujourd'hui, est-ce qu'il fallait le dire ou fallait le montrer? Voilà, messieurs, on devait parler du film Athéna, mais je pense qu'on va le laisser pour la semaine prochaine, puisque le temps est épuisé. Je vous remercie pour ces éclairages et ces décryptages sur l'actualité audiovisuelle et cinématographique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sujet toujours aussi attrayant sur le monde du cinéma et de la télévision. Restez branchés sur Al 24 News.